On va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec une prise de hauteur, avec un mathématicien, économiste, écrivain, qui a écrit notamment Siècle bleu. Est-ce que quelqu'un l'a lu parmi vous? Oui. Qui raconte en gros comment l'humanité pourrait connaître une révolution écologique, pacifique, mondiale en 28 jours. Il a aussi écrit Révolution bleue, qui parle plutôt de l'homobiosphérisme, de la relation entre l'homme et la biosphère. Et il va nous parler de tout ça aujourd'hui, de la relation entre numérique, IA et biosphère. Jean-Pierre Gou, je vous laisse la parole. Merci. Je vais juste prendre... Alors, sur le titre de la présentation, j'ai rajouté un point d'interrogation sur le numérique et l'IA au service de l'humanité et de la biosphère, parce qu'évidemment, je n'ai pas de réponse et c'est un questionnement qu'on va explorer ensemble. Alors, tout d'abord, je voulais commencer par une image. Ici, vous avez une photo d'une centrale nucléaire. C'est la centrale nucléaire de Three Mile Island, dont un des réacteurs avait partiellement fondu en 1979. Et Microsoft a annoncé la semaine dernière qu'ils allaient réactiver un de ces réacteurs qui avait été fermé en 2019 pour alimenter un data center dédié aux IA. Et cette annonce en fait, de Microsoft, elle fait suite à une autre annonce qu'il y avait eu il y a 6 mois de Amazon, qui avait construit un data center à côté d'une autre centrale nucléaire en Pennsylvanie qui s'appelle sur la rivière Susquehanna. Et la question de l'alimentation en fait, des data centers pour le numérique et pour l'IA est une vraie question. Aujourd'hui, vous avez des pays comme l'Irlande, où vous avez près de 20% de la consommation électrique nationale qui sert en fait, aux data centers. Et ça, c'est que le début, parce que les annonces dont je viens vous parler sont que le début de grandes annonces qui ont été faites. Microsoft a indiqué que là, il y avait 1 milliard qui était investi pour Three Mile Island, mais qu'il y aurait probablement 30 milliards qui seraient investis pour les data centers. Donc, c'est une annonce qui a été faite avec BlackRock. Il y a quelques semaines, Larry Ellison, le PDG d'Oracle, a dit que pour être compétitif dans la question de l'IA, il fallait minimum des investissements pour une société de l'ordre de 100 milliards. Quoi. Et Sam Altman, qui est habitué à la démesure, lui, il a dit qu'il faudrait 7 trillions, c'est-à-dire 7 000 milliards pour faire son fonds, pour faire une IA générale qui est son grand rêve. Quoi. Alors évidemment, tout ça, ce n'est pas que des déclarations. Le numérique aujourd'hui a une place immense dans l'économie. Ça, c'est un screenshot de ce matin sur les market capitalisation des 5 plus grosses boîtes du monde. Donc, c'est 5 boîtes du numérique. Et la 6e boîte, c'est Aramco, qui est donc la plus grosse compagnie pétrolière du monde, qui est saoudienne. Elle est derrière en fait ces sociétés, puis derrière vous avez Meta. C'est pour vous dire que les acteurs du numérique, ils n'attendent pas ces annonces, ils sont déjà très importants. Et quand on regarde les 10 secteurs industriels les plus gros du monde, sur ces 10 secteurs, il y en a 6 qui sont des secteurs du numérique. Le premier, c'est les semi-conducteurs. Après, vous avez tout ce qui est le contenu Internet, information, logiciel, consumer electronics, Internet retail et software application. Et vous voyez que le oil and gas, qui était avant le premier secteur mondial, est maintenant que le 10e secteur mondial. Donc ça veut dire que le numérique, c'est une réalité, c'est quelque chose de gigantesque et un enjeu économique qui est déjà colossal. Alors, on peut se demander qu'est-ce qui va advenir de notre planète avec tout ce numérique, c'est-à-dire que tous ces data centers, tous ces serveurs, quand ils arriveront, qui seront obsolètes, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces déchets numériques? Vous en avez beaucoup parlé hier, et tout à l'heure, il y aura une table ronde sur ce sujet-là. Mais on peut aussi questionner quel va être l'impact sur notre planète, notamment l'impact sur le réchauffement climatique, parce qu'il n'y aura peut-être pas assez d'énergie renouvelable pour tous ces data centers. Et cette question, en fait, de déploiement du numérique, heureusement, elle se pose à un moment où on atteint les limites de notre planète. Et la semaine dernière, il y a eu une annonce dans un groupement de scientifiques qu'on serait sur le point de dépasser la 7e des limites planétaires. Donc, le frein, en fait, au développement numérique, il viendra des conditions aux limites qui sont la taille de notre planète. Et donc, les deux questions d'écologie et de numérique sont liées par la force des choses, par la présence de ces limites. Les Grecs, ils avaient un
concept en fait, autour de la démesure, et il disait que la démesure, c'était quelque chose vraiment à essayer d'éviter, et que quand on était dans la démesure, à un moment donné, il y avait, quand on essayait justement par la démesure de se mettre à l'échelle des dieux, les dieux réagissaient, c'était la déesse Némésis qui agissait et qui venait contrebalancer. Donc est-ce que nous, on sera suffisamment raisonné pour pas que la déesse vengeresse Némésis vienne intervenir dans les humains? Et les Grecs, ils avaient une antidote en fait à la démesure. Et celle-ci, elle était écrite sur un des frontispices du théâtre de Delphes, du théâtre d'Apollo à Delphes. Donc il y avait le fameux Gnotis Éoton, le connais-toi toi-même, qui est attribué à Socrate, mais on n'est pas sûr que ça soit de Socrate. Et il y avait une autre inscription sur le frontispice de Delphes, sur un autre côté. C'était Megen Hagan, et ça veut dire rien de trop. Et rien de trop, ça veut dire qu'en toute chose, on doit mettre de la mesure en toute chose, et pour eux, la mesure et la tempérance étaient ce qui contrebalance la démesure. Donc la question, est-ce que le Green IT, qui est un appel en fait à la mesure, et qui est dans la lignée de ce Megen Hagan, sera suffisant pour contrebalancer cette espèce de démesure que j'ai essayé de vous décrire. Alors pour voir justement comment cette mesure peut s'exercer et voir quelles sont ses chances de triompher. Est-ce que Goliath peut triompher, enfin, David peut triompher contre Goliath? Je vous propose de faire un grand pas de recul dans le passé, de manière à comprendre d'où vient tout ce numérique, cette IA, etc., parce que ça va nous éclairer justement sur la manière dont on peut retourner les choses et que cette mesure pourra s'exercer contre cette démesure. Alors si on veut commencer dès le début, autant commencer par le tout début qui est le Big Bang. Donc au départ, vous aviez une soupe de particules qui se sont associées assez vite en des atomes essentiellement d'hydrogène et d'hélium. Ces atomes, ils ont été propulsés dans l'univers et puis ils se sont réunis par les forces de l'attraction en des amas de galaxies. Ces amas de galaxies comportent des galaxies. Et là, vous avez la Voie lactée, il y a à peu près 150 à 200 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Et là, vous avez une étoile qui est le Soleil. Attendez. Ouais, qui est le Soleil, qui est l'étoile autour de laquelle on circule et qui a été créée il y a 4,5 milliards d'années. Et les étoiles, c'est des forges stellaires qui permettent de fusionner les éléments chimiques entre eux, de réaliser de la transmutation, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, nous, les humains, on ne sait pas faire, et de créer des éléments plus complexes. Et donc, tous les éléments qui sont au-dessus du numéro 26, c'est des éléments qui ont été créés par des explosions de supernova, donc notamment tous les métaux rares et tous les métaux critiques pour l'informatique sont issus de déchets d'une explosion de poussière stellaire d'une étoile qui précédait le Soleil et que les Aztèques appelaient Coatzetlu. Alors, ces poussières d'étoiles, elles se sont réunies, elles ont formé des planètes, au départ des planètes très chaudes, en fait, en tout cas les planètes telluriques sur lesquelles on habite. Et la Terre, c'est le substrat duquel s'est bâti toutes les formes de vie et le numérique aussi. Donc, la première couche de base pour constituer le réel, c'est ce qu'on appelle la lithosphère, donc la couche de pierre sur laquelle tout ça s'est développé. Donc cette couche de pierre, au départ, elle était très chaude. C'était une planète en fusion, puis elle s'est refroidie avec le temps. Ça a permis à de l'eau liquide de pouvoir être présente sur la Terre. Et cette eau liquide a permis le développement de la vie. Et la vie, c'est quoi? Je sais pas, la télécommande est très sensible. C'est des réactions chimiques qui se trouvent les unes avec les autres et qui arrivent à s'enchaîner les unes avec les autres pour pouvoir résister de manière durable. Et le secret de ces réactions chimiques est enregistré dans une molécule assez magique qui s'appelle l'ADN. Et l'ADN, en fait, dès le départ, c'est une molécule digitale, puisque en fait, c'est un code non pas binaire, mais un code quaternaire. Vous avez 4 barreaux dans l'ADN. Et ces 4 barreaux, ils sont associés dans ce qu'on appelle des codons. Donc, ce sont des triplés, en fait, de ces 4 barreaux. Et donc, vous avez 4 x 4 x 4, 64 possibilités. Et ces 64 possibilités correspondent à 20 acides aminés. Et ces acides aminés sont les briques de base du vivant qu'on assemble comme des petits Legos. Et dans l'ADN, vous avez les recettes en fait pour construire des chaînes d'acides aminés qu'on appelle des protéines. Et les protéines, vous en avez des toutes petites ou des très grandes. Donc la plus petite des protéines, c'est ce qu'on appelle l'aspartame. Il y a juste 2 acides aminés.
Et la plus grande, par exemple, dans le corps humain, c'est ce qu'on appelle la titine. Alors, titine, on se dirait que c'est tout petit, mais c'est un acide aminé qui est extrêmement long. Il y a plus de 30 000 acides aminés dans cette protéine, et elle sert dans les sarcomères, qui sont des protéines très importantes pour les muscles. Et donc, dans votre corps humain, vous avez le fruit d'un code de 33 000 chaînes d'acides aminés. C'est quand même fou quand on y pense. Et ça, c'est présent dans notre corps. Alors, l'ADN, ce n'est pas juste une succession de protéines. Ces protéines, elles sont groupées entre elles par fonction, et ces fonctions, on appelle ça des gènes. Donc les gènes, c'est des portions d'ADN qui vont coder, par exemple, des choses liées à la couleur des yeux ou à d'autres parties. Et ces gènes, ils sont en compétition les uns avec les autres. Et vous avez un auteur qui s'appelle Richard Dawkins, qui a écrit un livre qui a beaucoup marqué son temps, il y a une quarantaine d'années, qui s'appelle Le gène égoïste, et qui explique qu'en fait, le réel que l'on voit, il y a un envers derrière ce réel. C'est une bataille informatique, une bataille numérique entre les gènes pour essayer de survivre, et que derrière la survie du plus apte de Dawkins, il y a une survie du plus apte chez les gènes, et ça a mené à l'explosion de la complexité du vivant. Donc ici, vous avez l'arbre de la vie de toutes les espèces, depuis la première cellule jusqu'à nous, avec tout l'éventail de tous les êtres vivants. Et en fait, tout ça, vous pouvez voir ça comme des successions d'êtres qui ont existé, ou alors comme une sophistication de code informatique qui se serait développée sur la Terre pour donner forme à toutes ces formes de vie, pour explorer quelque chose. Et on va voir ce que ça pourrait être, ce quelque chose. Or, cette vie, on a toujours, nous, l'impression d'opposer les méchants humains à la gentille vie, mais la gentille vie, elle a aussi transformé la planète. Au départ, comme je vous disais, vous aviez cette lithosphère qui s'est un peu refroidie. Et là-dessus, il y a eu des premières formes de vie. Et ces formes de vie, elles ont proliféré. Elles ont complètement changé en 3,8 milliards d'années le visage de la Terre. Et aujourd'hui, le visage de la Terre, c'est plus celui-là, mais c'est celui-là. Et la période de transformation de la Terre par le vivant, on appelle ça le biocène. Vous savez, on appelle l'anthropocène la transformation de la Terre par l'humain. Mais il y a eu un biocène. Et ce biocène, il a donné naissance à une nouvelle couche au-dessus de la lithosphère qu'on appelle la biosphère, qui est l'ensemble des êtres vivants. Et ces ensembles des êtres vivants ont complètement changé le visage de la Terre. Alors pour vous donner un exemple, une des premières formes de vie, c'était les bactéries. Et le jour où elles ont maîtrisé la photosynthèse, qui est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça vous permet de capter la lumière du ciel, donc de l'énergie cosmique, et de la transformer en sucre, ça a permis une explosion en fait, de la vie. Et ces algues bleues ont dégagé de l'oxygène massivement. Et cet oxygène, en fait, c'est lui qui a créé l'atmosphère. Et l'atmosphère n'existait pas tant qu'il n'y avait pas la vie. Et l'atmosphère permet de brûler des météorites qui nous auraient potentiellement détruites, en tout cas les plus petites, pas les plus grosses, et a aussi permis la création de la ionosphère qui empêche les mutations de l'ADN liées aux rayons cosmiques. Donc la vie, à grande échelle, a doté le tout, c'est-à-dire la biosphère, de boucliers qui permettent à la vie de prospérer. Et il y a une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse Gaïa, qui dit que la Terre est un être vivant. Et de la même manière que l'ensemble de nos cellules ont constitué un corps qui est nous-mêmes et qui prend soin de ces cellules, les êtres vivants, sans le savoir, ont construit un grand tout qui s'appelle la biosphère, qui prend soin de ces parties. Alors, dans cette course à la vie, vous avez eu des cellules un peu particulières qui sont apparues, qui sont les neurones, quoi. Et les neurones, c'est l'unité de base de traitement d'information. Donc, elles utilisent en fait un certain nombre d'informations en entrée et donnent des informations en sortie. Elles se mettent en réseau, et c'est ça qui a permis de créer des créatures complexes avec des comportements complexes. Et ces comportements complexes, là, je vous en donne deux exemples. Vous avez une technique de chasse qui est utilisée en spirale par les baleines pour manger du plancton. Et ça, vous ne pouvez pas développer ça si vous n'avez pas un certain nombre de mécanismes cognitifs qui permettent de développer ça. Et ici, vous avez la fameuse danse en 8 de l'abeille qui permet d'indiquer aux autres abeilles de la ruche où se trouvent les fleurs vers lesquelles elles pourraient butiner. Et donc, ça veut dire qu'au-dessus à l'intérieur de la biosphère, et au-delà de ce qui est inscrit dans l'ADN, il y a des comportements culturels qui se sont créés, et ces comportements culturels ne sont pas inscrits dans l'ADN, et ils vivent dans une autre sphère, qui est une sphère des idées, qu'on appelle l'ethnosphère. Donc c'est la troisième sphère dont je voulais vous parler. Et parmi ces espèces, on va dire, sociales et intelligentes, il y en a une en particulier qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la nôtre, c'est Homo sapiens. Donc on est le fruit d'une longue évolution depuis la première cellule, comme toutes les espèces. Et notre espèce, elle a une
elle a plusieurs particularités. La première, c'est qu'on s'est redressé sur nos pattes de derrière, on s'est mis debout, ça a permis de libérer nos mains, et en libérant nos mains, on a pu construire les premiers outils. Et ces premiers outils, donc, ils datent de 3,3 millions d'années. En fait, en tout cas, c'est les plus vieux qu'on ait trouvés au Kenya. Et ces outils, on les a produits en série. C'était le début de l'industrie, puisque l'industrie, c'est fabriquer un objet en série. Donc il y a eu pendant des millions d'années des fabrications de ces silex qui nous ont permis de couper des peaux, couper de la viande de bête, etc. Et c'était les prémices en fait de l'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui, où on produit des voitures, on produit des ordinateurs, on produit tout un tas de choses. Et cette industrie, c'est-à-dire la présence de ces objets, on appelle ça la technosphère. Donc là, vous avez le quatrième élément de ces sphères. Et cette technosphère, elle a permis, c'est selon Le Droit-Gourand, qui est un spécialiste en fait de l'évolution de l'humanité, de façonner notre cerveau. C'est-à-dire qu'en taillant ces pierres, on a dû raisonner, calculer à l'avance pour se dire où est-ce que je vais faire la prochaine arête, etc. Et le cerveau humain s'est développé en façonnant ces outils. Donc on a eu un développement incroyable de la partie frontale de notre cerveau, du néocortex. Et puis il y a un moment, il y a un miracle, on ne sait pas comment il s'est produit, c'est l'émergence de la conscience, c'est-à-dire qu'on a pris conscience du fait qu'on était vivant et d'avoir une espèce d'auto-réflexion sur nous-mêmes et d'ouvrir un champ dans lequel on peut se balader dans le futur, aller dans le passé, et on a même oublié le temps présent là-dedans. Mais ça, c'est quand même un miracle de l'humanité. Et la conscience a permis l'émergence d'un autre facteur qui est très important pour ce dont on va discuter ensuite, c'est l'émergence du langage. Donc le langage, c'est un moyen symbolique d'échanger des informations entre deux êtres. Alors il y a du langage qui existe chez les autres espèces animales, mais nous, on a développé des langages conceptuels, et ces concepts avaient une vie propre. Au-delà des comportements des espèces, des techniques de chasse, on s'est mis à parler de concepts, et ces concepts, parfois, ils ont été inscrits dans des objets culturels ou religieux. Et ces concepts, les langues ont eu leur propre développement. Ici, vous avez l'arbre des naissances des langues depuis les premières langues indo-européennes vers toutes les autres langues du monde. On ne sait pas très bien, d'ailleurs, comment les langues ont émergé et comment elles sont structurées. Et ces langues, elles ont permis le développement et la mise en concurrence de l'équivalent des gènes dans la culture, c'est ce qu'on appelle des mèmes. Et ce que vous voyez au niveau des humains et toutes les batailles qu'on a entre les pays, etc., ce sont ces idées qui vont lutter les unes contre les autres. Et au-dessus des gènes, donc, il y a un combat d'idées qui sont des choses qui ne sont pas inscrites dans la matière, en tout cas pendant longtemps qui n'étaient pas inscrites dans la matière, et qui se sont répandues à travers le monde, grâce notamment à l'écriture, ce qui a permis de figer ces mèmes qui étaient orales dans la matière, donc au départ dans la pierre, puis après dans les papyrus. Avec le développement du commerce et le développement des guerres et l'accroissement des empires, ces mèmes ont fait le tour du monde, et aujourd'hui on arrive dans une ère mondialisée où vous avez encore des poches de mèmes ancestraux qui résistent dans certaines forêts, mais globalement, où que vous alliez, les choses commencent à s'uniformiser, c'est-à-dire que vous avez des mèmes dominants qui sont présents dans le monde. Alors ces mèmes, il y a eu une accélération de leur production et de leur partage au moment où Gutenberg a développé l'imprimerie, ce qui a permis d'avoir une réplication rapide, mais aussi exacte de l'information. Donc ça a permis le développement de l'écriture, de la recherche scientifique, du partage de ces recherches scientifiques, mais aussi de l'essor de certaines religions. Donc là, vous avez une bibliothèque qui est issue de ça. Et ces informations, elles pouvaient être au départ échangées que physiquement. Et il y a eu une invention à la fin du 19e siècle qui a permis pour la première fois de s'affranchir des distances, qui était l'invention du télégraphe. Donc là, vous avez une carte des réseaux télégraphiques à leur apogée au 20e siècle. Donc c'est des réseaux qui permettaient de connecter la plupart des points du monde et qui permettaient d'envoyer quasiment instantanément de l'information à différents endroits du monde, mais on passait par des opérateurs qui codaient en morse à l'aller et au retour. Tout ça n'était pas informatisé. Et il a fallu, pour aller plus loin que ces codes télégraphiques, inventer l'ordinateur. Alors le premier ordinateur, l'idée, elle avait été formulée au 19e siècle par Charles Babbage, mais il n'avait pas de financement pour faire sa fameuse machine qu'on appelle de calcul à différence, et ça a été financé qu'après la Deuxième Guerre mondiale. Donc la première machine qu'on connaît, c'est le l'ENIAC, qui faisait 500 opérations par seconde, donc c'était en 1945. Et là, je vous ai mis une photo
machine qui s'appelle Aurora, qui est la deuxième machine la plus rapide du monde et qui est au laboratoire national d'Argonne, près de Chicago. Et moi, j'ai travaillé pendant 2 ans dans ce laboratoire et qui héberge les plus grands calculateurs au monde. C'est un laboratoire du ministère de l'énergie américain et qui est capable de faire 10 puissance 18, donc 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. Donc vous voyez, il y a eu une progression hallucinante entre ENIAC et ça. Et je crois que ça a été dit précédemment, il y a eu une baisse du coût des semi-conducteurs, mais il y a aussi eu une efficacité énergétique, c'est-à-dire, par exemple, sur les 30 dernières années, vous avez eu une augmentation d'1 milliard des capacités de calcul et je crois de 10 milliards de l'efficacité énergétique. Donc vous dites, bah, c'est génial parce qu'en fait, on va plus vite que ça, sauf comme on a multiplié énormément le nombre d'ordinateurs, en fait, tout ça, ça a utilisé une énorme partie de la consommation énergétique. Et vous avez aujourd'hui, comme puissance de calcul dans votre iPhone, la même chose que les ordinateurs que moi j'utilisais il y a 20 ans, les ordinateurs les plus rapides à Argonne. Donc il y a eu un essor phénoménal de la puissance du numérique. Donc ce numérique aujourd'hui, il a pris, je dirais, le pas sur le monde, hein, et on l'a vu, une grande partie de l'économie, en tout cas des plus grandes sociétés économiques, sont sur le commerce de ces 0 et ces 1. Ça a permis des choses extraordinaires, le numérique. On n'aurait pas pu aller sur la Lune, on ne pourrait pas communiquer avec des gens à l'autre bout de la Terre. Là, je parle des effets positifs. Ça a permis des grandes découvertes scientifiques. On n'aurait pas pu faire le James Webb Telescope sans numérique. Ça permet aussi des choses terribles, hein, de construire des armes très sophistiquées. Et ça, c'est le numérique qui le fait. Avec le numérique, on peut aussi construire des médicaments ou les concevoir et donc gérer quand même la santé humaine. Et on peut gérer des systèmes très complexes comme des villes. Là, vous avez la mégalopole de Tokyo avec 42 millions d'habitants et on ne pourrait pas gérer une mégalopole comme Tokyo s'il n'y avait pas de numérique derrière. Alors ce numérique, quand on prend je dirais, si on le constate, on prend un pas de recul, il se manifeste par quoi? Des grands réseaux de communication, beaucoup plus maillés que les réseaux de télégraphe. Donc là, vous avez les grands câbles transatlantiques par lesquels les données transitent. Puis les données, elles transitent aussi par l'espace. Alors dans l'espace, vous avez des satellites qui sont très utiles à l'environnement. Donc là, je vous ai mis les satellites de l'ESA, qui sont les satellites qui monitorent la Terre et qui nous aident à comprendre ses paramètres vitaux. Et sans ces satellites, on ne saurait même pas quels sont les drivers du réchauffement climatique. On ne pourrait pas faire de modèle climatique. Donc ces satellites ont une importance. Mais vous avez aussi d'autres satellites qui se développent. Là, vous avez la constellation Starlink de Musk, où il prévoit 33 000 satellites. Et donc, on voit qu'on est dans un processus complètement fou. On est en train de doter la Terre en fait, d'une autre couche. Et c'était l'image que j'ai mise au tout début de notre présentation. Quand vous constatez en fait, ce qu'a fait l'humanité sur ces 50 dernières années, c'est qu'on a doté en fait, la Terre d'une infosphère qui vient se superposer à tout ça. Et quand vous regardez les choses, il y a beaucoup de gens qui parlent du cerveau global ou d'un organisme global humanité qui serait déployé. Donc il y aurait une part organique, c'est nous, et une part informationnelle, une sorte de système nerveux qui serait créé par tous ces échanges de données et ce numérique. Alors, donc si on ordonne en fait les sphères aujourd'hui, vous avez donc cette fameuse lithosphère qui sert à constituer la biosphère, l'ethnosphère et la technosphère. Et aujourd'hui, la relation en fait entre ces sphères est une relation où en fait l'ethnosphère est soumise par la technosphère et nous, notre culture soumet la biosphère qui, elle, est soumise à des contraintes physiques qui sont celles de la lithosphère et c'est là où ça bug parce qu'en fait, vous voyez que les relations de soumission ne sont pas dans le bon sens et toute la question, c'est comment inverser ces sphères pour que justement la modération puisse rentrer et qu'on ne bute pas sur les limites physiques de la Terre. Donc il y a une grande question, c'est de savoir est-ce que l'avenir de l'homme, ça va être de se numériser complètement. Donc là, je vous renverrai au livre d'Harari que moi, je n'ai pas lu, et ce n'est pas vers ça du tout que moi, je souhaite aller. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on extrapole ce qui est en train d'être fait, on va dire, exploser les limites de la Terre, et l'Anthropocène se terminera par une planète qui brûle, et un numérique, finalement, qui aura échoué dans son prolongement. Donc la question, c'est comment changer de trajectoire pour aller vers autre chose. Alors, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça ces dernières années, et c'est toutes les théories qui sous-tendent mon dernier roman qui s'appelle Révolution bleue. Quand on regarde, en fait, les stades d'évolution de la vie, on est passé du monocellulaire au multicellulaire, qui est déjà un saut en complexité incroyable qu'on a du mal à expliquer. On est passé, en fait, des êtres vivants à la biosphère, qui est un être ultra complexe, un être vivant au sein duquel on appartient.
Et la proposition du livre, c'est que les humains pourraient évoluer en fait de 8 milliards d'humains séparés vers une humanité unie. Et cette humanité unie et partagée, elle se ferait justement parce qu'il y a des conditions aux limites qui nous appellent à nous unir, qui sont les limites planétaires. Et quand on regarde le passage du monocellulaire au multicellulaire, on se rend compte, quand on essaye de resimuler ce passage dans le laboratoire, que si vous mettez une pénurie de ressources, en fait, vous vous rendez compte que les cellules vont trouver un intérêt à s'associer pour répondre ensemble à des défis, et que sinon, elles préfèrent le chacun pour soi ou tous ensemble. Et la proposition du roman, c'est que ces limites planétaires qui nous font peur pourraient être l'activation du prochain stade d'évolution de l'humanité. Alors c'est quoi cette humanité si on était un méta-organisme? En fait, on serait une boulette de viande. Si on mettait tous les humains, les 8 milliards d'humains, et qu'on en faisait une boulette de viande, cette boulette de viande, elle ferait 1 km de diamètre, et elle tiendrait dans Central Park. Donc la créature humaine, en pâte à modeler, c'est pas grand-chose, quoi. Donc, et c'est cette petite boulette de viande qui a créé tous les problèmes tous les problèmes environnementaux que l'on a. Et moi, au départ, quand j'avais fait ces calculs pour savoir quelle était la masse de l'humanité et qu'est-ce qu'elle représente, je comprenais les climato-sceptiques, parce que quand on voit ça, on se dit ça, c'est pas possible que ça soit cette boulette qui ait créé tous ces dérèglements, ça vient d'autre chose. Le problème, c'est que, comme je vous ai dit, on a eu la manie depuis 3 millions d'années de construire des objets, et que ces objets, ils sont pas éco-conçus, et qu'ils s'accumulent. Et la revue Nature, il y a 2 ans, a fait un calcul. Ils ont fait une estimation de tous les artefacts non biodégradables que l'humanité a construits, donc le bitume, les plastiques, les métaux, etc. Et vous arrivez à côté de cette petite boule minuscule de viande, de 287 millions de tonnes quand même, à une boule gigantesque, faite de tous nos déchets. Et cette boule, en fait, elle a le même poids que la biosphère. C'est incroyable comme calcul. Vous trouvez sur mon site des références sur cette étude. Et donc, ça n'a pas le même poids que la Terre, ça a le même poids que la biosphère, parce que la biosphère, c'est-à-dire les formes de vie, c'est comme un petit voile sur la Terre. La biosphère, c'est un 10 milliardième du poids de la Terre. Et donc, tous nos objets et toutes les scories que notre métabolisme crée et qui ne sont pas recyclables, en fait, sont en train de boucher les artères et les paramètres vivants de la Terre. Et donc, tout l'enjeu de la transition, c'est de changer le métabolisme de la créature humaine. Et moi, je cherchais un moyen, justement, au niveau de l'humanité, un concept global qui pourrait nous aider à évoluer vers une forme plus douce, une manière différente d'habiter la Terre. Et en recherchant ça, je me suis aperçu que ce grand Homo sapiens qu'on constitue, là, les 8 milliards d'humains, si l'humanité prenait conscience d'elle-même, il y aurait peut-être une clé qui est dans le plus universel des livres, le deuxième livre le plus traduit après la Bible, et la clé, elle serait depuis 80 ans sur la couverture du Petit Prince. Et quand vous regardez en fait la couverture du Petit Prince, vous voyez quoi? Il n'y a pas, sur sa planète, il est tout seul, et vous voyez un gigantesque humain sur une petite planète. Et moi, quand j'étais petit, je me disais, mais pourquoi il a dessiné le bonhomme aussi grand ? Ou pourquoi il a dessiné la planète aussi petite, c'est pas possible. Et en voyant cette image, quand je faisais ces recherches, je me suis dit, mais peut-être qu'en fait, le Petit Prince, c'est pas un individu, c'est une multitude d'individus comme nous, mais un collectif qui aurait réussi à habiter sa planète sobrement. Et quand vous regardez en fait le Petit Prince, il se lève le matin, il prend soin de la Terre, ce qu'on fait quasiment jamais nous tous, et il faudrait qu'on passe une partie de notre temps à faire ça. Il nous met en garde sur les phénomènes exponentiels. Nous, on en a allumé plein, donc il appelle ça les baobabs. Le Petit Prince, il a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et ça serait la condition de l'humanité si on se constatait en tant que tout et qu'on se demandait à quoi on est là. Et ça fait écho à cette question de Platon que vous citiez sur que fais-tu ? Et le que fais-tu, on ne s'est jamais posé cette question à l'échelle de l'humanité. Et en relisant Le Petit Prince, je me dis, est-ce que c'est vraiment ça, en fait, finalement, la signification du Petit Prince ? Quand vous regardez, en fait, le voyage que le Petit Prince fait avant d'arriver sur Terre, il visite 6 planètes, et sur chacune de ces planètes, il y a toujours un seul humain sur une petite planète. Il n'y en a pas 2, 4, 8, 10. Vous avez, et à chaque fois, ça pourrait être des collectifs malades comme l'humanité, et effectivement, ils ont tous des maladies. Par exemple, le roi, il habite la Terre en se disant qu'elle appartient, au lieu qu'il lui appartient. Et cet inversement du système d'appartenance, ça change tout. Vous avez le vaniteux
Et nous, on habite la planète avec vanité et sans aucun égard vis-à-vis des autres créatures, ni même des autres humains qui sont sur cette Terre. On est addict comme le buveur, et on est pris dans nos addictions, et on a des réponses débiles comme le buveur. C'est-à-dire, pourquoi tu bois? Parce que je suis triste. Pourquoi tu es triste? Parce que tu bois. Tu vois. Donc on se dit, il faudrait juste arrêter de boire, mais on est pris dans des cercles d'addiction, et toutes nos addictions au sucre, aux énergies fossiles, sont des maladies de l'humanité. On est aussi pris comme le businessman, dans nos chiffres. Et là, en gros, ce que nous disent tous les gouvernements, c'est désolé, on n'a pas l'argent pour faire la transition écologique. Et alors qu'en fait, si on était une créature qui constatait ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas l'argent? Tout l'argent que vous mettez à d'autres choses, vous ne pourriez pas la mettre à ça. Et donc l'absurdité en fait du businessman, on l'a. On a également l'absurdité de l'allumeur du réverbère en nous, puisqu'on se lève tous les matins sans avoir dit à quoi sert l'humanité. Donc on va tous au travail. Chaque journée est un effort colossal. Et puis le lendemain, on continue dans la roue du hamster. Et puis le dernier archétype que le Petit Prince visite, c'est celui du géographe. Et le géographe, ce que le Petit Prince constate, c'est qu'il ne regarde pas le monde à travers ses yeux, mais qu'il le regarde à travers ses livres. Et nous, on fait la même chose, on regarde le monde à travers nos écrans d'ordinateur ou nos écrans de téléphone portable, et pas à travers nos yeux. Donc il y a beaucoup d'enseignements à tirer du Petit Prince. Et puis quand le Petit Prince arrive sur Terre, il se manifeste comme dans un rêve à l'aviateur. On ne sait pas d'où il vient, et puis on ne sait pas où il repart. Et si nous, on devait rencontrer la conscience de l'humanité, on ne verrait pas quelqu'un qui s'appelle Jean-Louis nous dire « Bonjour, je suis la conscience de l'humanité ». Ça serait comme dans un rêve. Et moi, l'interprétation que j'ai du Petit Prince, c'est qu'on pourrait être, en fait, que le Petit Prince, ça serait la conscience collective. Et le Petit Prince nous donne des manières de nous relier les uns aux autres, avec les autres animaux, avec les autres humains, autour de cette notion clé qu'est l'amour. Ça, c'était un premier élément où je me disais, tiens, ça peut aider de nous visualiser comme humanité qui habiterait la planète humblement en petit prince et non pas en grand roi. Mais il me fallait une métaphore qui renforce aussi ce côté d'appartenance. Et quand vous regardez l'humanité, en fait, c'est une créature qui fait que se déployer, puisque la population fait que augmenter. Et une créature biologique qui fait que augmenter, on appelle ça une tumeur. Et moi, ça ne m'allait pas, cette métaphore de l'humanité comme tumeur. Et j'ai trouvé un article, il y a 3 ans, dans une revue de biologie cellulaire, dans lequel, pour la première fois, on a vu chez un coléoptère, mais c'était la première fois qu'on a vu ça chez un être vivant, un nouvel organe qui se crée. Un nouvel organe qui se crée, c'est des cellules indifférenciées qui se multiplient, pour finalement créer un organe qui va remplir une nouvelle fonction et qui va rejoindre les autres organes. Et ça, on ne l'avait jamais vu. Et la proposition, en fait, de mon roman, c'est que l'humanité pourrait évoluer vers une forme que j'appelle Homo biosphéris, où l'humanité ne serait pas un truc posé sur la Terre, qui serait autre chose, mais de toute façon, on appartient à la biosphère, on en dépend, et on deviendrait un nouvel organe de la biosphère. Et si on est un nouvel organe de la biosphère, c'est-à-dire qu'on peut choisir, si on ne met pas de fin à notre démesure, en fait, on tue l'organisme dans lequel on est, comme un cancer. Mais si on décide qu'il a une forme finale apaisée et qu'on décide de discuter de quelles sont les fonctions de l'humanité, à ce moment-là, on peut trouver la mesure au lieu d'aller dans la démesure. Donc, j'ai commencé à poser à un certain nombre de philosophes, de scientifiques, des questions sur à quoi sert l'humanité vis-à-vis de la biosphère. Donc, la plupart des gens m'ont dit à rien. Et puis, moi, comme je suis un éternel optimiste, j'ai cherché quelles pourraient être nos fonctions. Donc là, je vous en ai mis un certain nombre. Par exemple, la première fonction qu'on pourrait avoir et que le Petit Prince nous donne, c'est qu'on pourrait entretenir la Terre, en prendre soin. Et vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui prennent soin de la Terre plutôt que de s'en servir. Et on pourrait être des sortes de gardiens de la Terre, de jardiniers planétaires, jardiniers un peu punk. Moi, j'aimerais pas que la Terre ressemble au jardin du château de Versailles. Mais on pourrait avoir cette idée. On pourrait aussi prendre soin des formes de vie qui sont sur Terre. On pourrait être les infirmiers de la Terre. Et aujourd'hui, avec nos petites mains et puis nos capacités à fabriquer des objets, on pourrait prendre soin de la vie. Il y a beaucoup de souffrances dans la vie en dehors des humains. On pourrait participer, et ça on l'a déjà fait avec la conquête spatiale, à doter la Terre d'une conscience. Et quand vous regardez la conquête spatiale, c'est incroyable. C'est des cellules de la biosphère qui ont décidé d'entreprendre un grand voyage pour se voir depuis l'extérieur. Et quand, par le programme Apollo, on a vu la Terre depuis l'extérieur, nous, on l'a découvert pour la première fois. Mais la Terre ne s'était jamais vue en 4,5 milliards d'années. Et c'est un peu comme si vous vous réveilliez un matin et vous découvriez qu'au-dessus de vous, dans votre lit, il y avait un petit groupe de cellules qui avaient tenté une exploration pour voir à qui ils appartenaient.
c'est ça qu'on a fait, et c'est incroyable sans le savoir, quoi. On pourrait aussi contempler. La contemplation, c'est le poète Christian Bobin qui dit « c'est la plus grande arme pour arrêter la destruction du monde, c'est juste s'arrêter et de constater le miracle d'être vivant sur cette planète qui est une petite goutte de vie au milieu de l'océan cosmique ». On peut aussi créer de la musique, l'art, aimer. Toutes les espèces sont dotées d'amour, mais l'humanité a poussé l'amour et la haine aussi, puisque c'est son pendant au maximum. On peut explorer. Il y a une volonté, on sent dans le monde, de se connaître lui-même. Le connais-toi soi-même, il s'applique à la biosphère aussi. Et grâce à l'humanité, la Terre a pu aller visiter jusqu'au haut de l'Everest et jusqu'au tréfonds de la fosse des Mariannes. L'humanité peut aussi questionner le monde au-delà des sens, et par exemple par les psychédéliques, qui sont des substances qui sont disponibles dans la nature. Elles permettent en fait de faire sauter en fait les verrous les verrous des sens pour constater la réalité au-delà des sens. Et ça, c'est le plus grand mystère, en fait. C'est de se dire, c'est quoi la réalité? C'est quoi qui est derrière tout ça? Et les humains peuvent explorer ça avec le miracle de leur conscience. On a aussi cette incroyable cognition qui est aujourd'hui utilisée, puisqu'on n'a pas défini quelles sont nos fonctions, à faire une accélération, en fait, de l'économie au nom de je ne sais pas quoi. Donc aujourd'hui, le pinacle, en fait, c'est d'arriver à livrer en 15 minutes des tablettes de chocolat à des gens obèses dans des salons, alors qu'en fait, on pourrait faire de nos intelligences des choses extraordinaires, et on pourrait utiliser notre alliance avec l'IA, déjà pour résoudre tous les problèmes qu'on a qu'on a causés, mais aussi répondre aux grandes questions de l'univers. Et quand vous regardez les grands objets scientifiques, par exemple, à chaque fois qu'on upgrade un télescope spatial, qu'on passe de Hubble, par exemple, au James Webb Telescope, c'est comme si vous changiez les lunettes de la Terre et que vous lui permettiez de voir plus loin et de comprendre ce qu'il y a autour d'elle. Et si moi, j'étais la Terre et que je m'étais vu pour la première fois, je me dirais, ah, ok, je ressemble à ça, mais est-ce qu'il y a d'autres choses du même genre dans l'univers? Donc, elle a appris, grâce aux humains, que tous ces petits points lumineux, en fait, c'était des étoiles. On sait depuis pas longtemps, depuis juste une quinzaine ou une vingtaine d'années, qu'il y a des exoplanètes autour de ces systèmes-là et qu'il y en a certainement des planètes habitables. Mais la première planète potentielle, c'est autour de Proxima du Centaure. Il faut 4 années-lumière pour y aller. Donc il faudrait 10 000 générations pour y aller, 10 000 pour revenir. Donc autant vous dire qu'on aurait oublié la question qu'on s'est posée en y allant. Mais peut-être que par le miracle de la conscience, on saura y aller par projection astrale. Enfin voilà. Mais je pense que l'humanité peut amener à résoudre la plus grande des questions, qui est qu'est-ce que l'univers? Et pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, qui était la grande question philosophique de Leibniz? Et ça, on pourrait le faire. Et parmi les choses que la technologie permet et qui sont incroyables, et soit on l'exerce dans la démesure et ça paraît fou, soit on l'exerce dans la mesure et ça paraît incroyable, c'est cette mission DART qu'a fait la NASA il y a 2 ans, où pour la première fois, en fait, on a envoyé une sonde qui a dévié une météorite. Et cette météorite, si elle était beaucoup plus grosse et qu'on arrivait à la dévier, je pense que toutes les formes de vie nous seraient extrêmement redevables de pouvoir éviter ça. Et ça pourrait être une des fonctions ultimes de l'humanité, qui serait d'être le gardien de la biosphère contre ces astéroïdes, quoi. Et ça pourrait faire partie de ces fonctions nobles. Donc, dans mon roman, en fait, ils font un grand débat citoyen mondial autour des fonctions de l'humanité. Et ça serait super intéressant de l'avoir. Parce que là, on pourrait débattre des fonctions du tout. Et à ce moment-là, une fois que les fonctions du tout seraient posées, l'économie se réorganiserait autour de ces grandes fonctions. Et l'idée dans le bouquin, c'est que le fait que Homo biosphéris devienne une croyance partagée permette l'inversion des sphères, c'est-à-dire que la lithosphère, la technosphère, la technosphère serait au service des humains, que les humains seraient au service de la Terre, et que la Terre serait au service de la lithosphère, c'est-à-dire de Gaïa et de cette matière qui prend conscience d'elle-même. Et si vous inversez en fait les sphères, ça change tout, en fait, ces relations d'appartenance, et tout ce qui est des mesures se retrouve automatiquement mesuré. Donc la grande question, c'est comment on passe du monde d'Homo sapiens au monde d'Homo biosphéris. Donc c'est là, en tant que romancier, que moi j'ai imaginé cette révolution bleue, qui raconte comment en 3 ans, on peut passer du monde de maintenant, avec tout le délire numérique, la géopolitique, les fake news, tous les problèmes de la psyché humaine, mais aussi tous ces humains incroyables qui font déjà la transition aujourd'hui et qui rêvent d'un autre monde, comment ce mouvement s'organise pour organiser une grande révolution bleue et en 3 ans aboutir à Homo biosphéris. Donc le premier tome
Donc ça se passe en 3 ans et moi je vais l'écrire en 3 ans ce roman. Le premier tome est sorti au mois de février. Il s'appelle La Petite Princesse. Donc c'est un clin d'œil au Petit Prince, mais c'est plus qu'un clin d'œil parce qu'il y a 2 ans, il y a une lettre qui est réapparue de Saint-Exupéry à sa femme où il lui a promis d'écrire une suite du Petit Prince qui devait s'écrire La Petite Princesse. Donc la petite fille dans le roman recherche ce roman qui s'appelle La Petite Princesse dans lequel il y aurait les clés d'activation d'Homo Biosphéris. Et ce livre a beaucoup plu à la famille d'Antoine de Saint-Exupéry et l'ayant droit d'Antoine de Saint-Exupéry qui s'appelle Olivier Daguet a écrit en fait la préface de ce livre. Et dans ce livre, en fait, ils utilisent pour développer cette civilisation d'Homo Biosphéris la bio-inspiration. Donc la bio-inspiration, c'est difficile de dater les débuts, mais il y a un parrain et une marraine de la bio-inspiration qui sont Hildegarde de Bingen et Léonard de Vinci, qui nous insistaient à regarder dans la nature pour trouver des solutions. Et nous, on regarde dans les concepts humains, dans notre ethnosphère pour trouver des solutions, mais il y a 4,5 milliards d'années de R&D qui sont disponibles dans la nature et qu'on peut utiliser. Et par exemple, ça pourrait nous aider à résoudre des grands défis. Vous prenez par exemple AlphaGo, qui était l'ordinateur qui a battu au Go Lee Sedol, qui était le grand maître de Go. AlphaGo, il a une capacité électrique de 1 MW contre 20 watts pour le cerveau de Lee Sedol. Donc il y a un rapport de 50 000. Donc on pourrait arriver à faire des IA beaucoup plus frugales et donc c'est une incitation à créer ça. Deuxième chose, c'est qu'on pourrait aller vers des matériaux électroniques qui soient organiques. Et il y a tout un système que je vous organise à aller voir, ce qu'on appelle les Organic Electronic Products. On essaye de développer des choses qui ne soient pas basées sur les métaux, mais basées sur des fonctions naturelles. Troisième chose, c'est que la manière dont on stocke les données, aujourd'hui on stocke ça dans des banques de serveurs qui sont bourrées de métal, mais on pourrait stocker ça dans l'ADN. On produit 400 000 pétaoctets de données par jour, l'humanité, et en fait, toutes les données qu'on créerait en un an, ça tiendrait dans 700 kg d'ADN. Et pour vous dire que la vie, elle est infiniment fois plus intelligente que nous, et on pourrait arrêter de la regarder avec dédain, parce qu'elle a résolu des problèmes de stockage et des problèmes informatiques qui sont démesurés par rapport à ceux qu'on gère. L'autre chose, c'est que ce passage, je dirais, à une informatique qui soit bio-inspirée, il est absolument nécessaire. Et là, je vous parlais de la plus grande menace pour la civilisation aujourd'hui, et c'est peut-être par là que Némésis pourrait se manifester, c'est que si aujourd'hui, vous faites exploser une bombe atomique en fait, dans l'atmosphère, les Américains ont fait 3 tests en fait, dans l'année 55, et Poutine a annoncé récemment qu'il avait réactivé ce programme, et c'était ça qu'il avait annoncé après l'Ukraine. Si vous faites sauter une bombe nucléaire au-dessus de l'Europe, vous tuez tous les data centers, vous tuez tous les téléphones, parce que ça crée des champs induits, et vous avez un arrêt de la civilisation. Et ça pourrait être produit naturellement par des éruptions solaires. On a un cas en 1859 qu'on appelle l'explosion de Carrington. Et si l'explosion de Carrington se produisait, rien que pour les États-Unis, c'est 2000 milliards de dollars de ça. Et on a en 14 000 ans avant Jésus-Christ quelque chose de 80 fois plus puissant et tout serait mort. Juste tout ça pour vous dire que c'est à nous de choisir en fait à quoi on utilise la technologie. Est-ce qu'on veut donner de l'IA pour Shine ou est-ce qu'on veut donner de l'IA pour détecter des cancers ou détecter des nouvelles molécules? Tout ça, c'est ouvert. Et ça sera la grande question que je vais traiter dans le 2e tome. Alors, je peux vous annoncer le titre en exclusivité, ça va s'appeler La Clé des songes, dans lequel il y a 2 IA, en fait. Une qui est de l'IA for good et qui nous aide, en fait, à accélérer la transition écologique. Et il y a une autre IA qui est détenue par les méchants, qui est une IA qui est complètement... on va dire, instruite par le dark web et qui n'a aucune considération éthique. Et ça existera certainement et ça existera... Voilà. Ce n'est pas le sujet clé du bouquin, mais c'est un des éléments. Et pour moi, voilà, c'est à nous de décider si on veut rester dans ce monde de l'homo sapiens démiurgique ou bouger vers ce monde d'homo biosphéris. Merci, c'est ça que je voulais vous raconter. Merci Jean-Pierre. On a le temps pour une petite question. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se dévouer? Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Une personne. Bonjour, j'ai adoré Siècle Bleu, je viens de finir hier soir à Révolution Bleue. Je vous avoue que j'ai préféré Siècle Bleu, mais probablement parce que c'est lié à la question que je vais vous poser. Il y a des mots, moi, qui ont résonné quand vous avez parlé d'addiction notamment. J'ai l'impression que ce que vous cherchez à faire aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que Homo Biosphéris, qui est aujourd'hui dans l'ethnosphère, s'incarne quelque part. Exactement. Et que ça, c'est votre raison d'être et que c'est votre trajectoire.
Pour moi, vous avez 1,5 face à cette trajectoire-là. C'est la seule chose qui n'est pas évoluée. Notre monde a évolué, nous-mêmes, notre corps a évolué, mais c'est notre striatum, notre cerveau reptilien, qui n'a, lui, pas évolué. Je reprends les thématiques de Sébastien Boller sur le sujet. Et donc, je pense que cette addiction-là, c'est une trace de ce striatum et de notre cerveau reptilien. Je pense même que si on prend une lecture d'une forme de marxisme revisité, aujourd'hui, il y a la peur qui est dans cette force un peu d'opposition par rapport à l'amour dont vous parlez et qui sera nécessaire, hein, l'amour de la Terre, etc., pour l'amour du vivant, pour que Homo Biosphéris s'incarne. Je pense qu'aujourd'hui, même les personnes qui possèdent l'investissement dans les médias aujourd'hui, l'investissement dans les fake news, c'est fait en sorte pour qu'une petite minorité de personnes continue à s'accaparer les ressources et à dominer. Et on l'a vu aussi, l'importance du striatum. C'est qu'aujourd'hui, une personne, des études l'ont montré, on lui propose 100, eh bien une personne va préférer avoir plus que la moyenne des personnes qui sont autour d'elle, que d'avoir une plus grosse somme d'argent. En grosso modo, la comparaison vis-à-vis de notre prochain est très importante. Ma question là-dessus, c'est de se dire comment lutter quelque part contre ce striatum et comment lutter du fait que la technosphère va être très importante et surtout va être au service d'intérêts. Et si j'ai une lecture de marxisme revisité, c'est surtout dans ce sens-là. C'est faire en sorte qu'on va chercher à nous opposer. Et si on cherche à nous opposer... Parce que sinon, Pardon. Bon, déjà, le livre de Sébastien Boller, il a été extrêmement critiqué, quoi. Donc, quand vous le lisez, moi, la première fois où je l'ai lu, je me dis, effectivement, l'ennemi, c'est le striatum. Et en fait, la plupart des neuroscientifiques ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et là, il vient d'écrire un bouquin récemment où il dit exactement l'inverse de ce qu'il disait. Et donc, c'est très schématique, en fait, ce truc du striatum. Et en fait, il n'a pas du tout parlé à aucun moment ni de sociologie, quoi, dans son bouquin. Et la sociologie, c'est ça qui fait que le striatum, il ne s'exerce pas nécessairement, ni de cœur, ni d'amour, quoi. Et moi, j'ai fait un débat avec lui il y a 1 an. Là, vous pouvez certainement le trouver sur le web, où on a discuté. C'était très intéressant. Et effectivement, enfin, il y a des limites dans ce qu'il dit. Donc, vous focalisez pas là-dessus. Et l'antidote, en fait, au striatum et la clé de la mesure, c'est le cœur et c'est l'amour. C'est ça que je voulais vous dire. Merci. Merci Jean-Pierre. Et merci.